Opération Ville morte dans le district de Bamako se limitera à la journée d'aujourd'hui. Le collectif des marchés du district, la Fédération nationale des syndicats de conducteurs du Mali et le gouvernement ont en effet trouvé un terrain d'entente à l'issue d'âpres négociations. Une délégation de la commission loi de l'Assemblée nationale en visite dans certaines maisons d'arrêt du district de Bamako, une visite au cours de laquelle les honorables députés ont offert des cadeaux en espèces et en nature aux détenus. Dans la chronique du jour, nous allons aborder une pathologie qui touche un adulte sur 3. Il s'agit des hémorroïdes. Douleurs, irritations, saignements sont entre autres symptômes de ce mal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 19 décembre. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver et bienvenue à ce journal. Ils sont 6 nouveaux conseillers à avoir prêté serment à la Cour suprême. C'était devant le chef de l'État, Amadou Toumani Touré. Il faut noter que ces conseillers vont travailler désormais au niveau de la section judiciaire et celle des comptes de la Cour suprême. Amadou Sankaré, reportage. C'est devant le premier magistrat du pays, le président Amadou Toumani Touré, que les 6 conseillers ont prêté serment. Si les 5 hommes sont au niveau de la section des comptes, la seule femme de l'équipe, Keita Lariyam Zouboy, est désormais à la section judiciaire de la Cour suprême. Madame Keita Lariyam Zouboy, levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Monsieur Soumaïla Keita, levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Monsieur Kaba Diakité, levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Aliou Massa Sidibé, levez la main droite et dites « Je le jure ». Monsieur Ablaï So, levez la main droite et dites « Je le jure ». Monsieur Thomas Zerbo, levez la main droite et dites « Je le jure ». La Cour donne acte à Monsieur le procureur général de ces réquisitions, donne acte à Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de son intervention, donne acte au greffier en chef de la lecture des décrets de nomination, donne acte aux récipiendaires de leur prestation de serment et les renvoie à l'exercice de leurs fonctions. Selon la loi, avant son entrée en fonction, tout membre de la Cour suprême prête serment en audience solennelle présidée par le président de la République. Le procureur général près de la Cour suprême donne l'importance de la section judiciaire et de celle des comptes. La section des comptes est le juge des comptes des comptables. Elle vérifie la gestion financière des agents administratifs chargés de l'exécution du budget national. Elle présente un rapport annuel sur l'exécution de la loi de finances déposée à l'Assemblée nationale avec la loi de règlement. De même, elle adresse annuellement un rapport au président de la République. La section administrative est le juge d'appel de droit commun en attendant bien sûr l'ouverture des cours d'appel administratifs de toutes les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs. Elle connaît entre autres des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets et arrêtés, des appels dans le contentieux de l'élection des membres des assemblées et des collectivités territoriales. Ainsi, les nouveaux conseillers sont renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Un mot sur la rentrée universitaire 2011-2012. Pour l'instant, aucune date n'a été arrêtée, mais elle pourrait intervenir au mois de janvier prochain. C'est ce qui ressort de la réunion du comité interministériel tenue ce matin à la primature. Le comité a aussi fait le point des préparatifs de cette rentrée universitaire. Parmi les dispositions prises, on peut citer la rénovation des résidences universitaires, le recensement exhaustif des étudiants et la finalisation de la bancarisation des bourses. Bourama Traoré, compte rendu. Toujours pas de date précise pour la rentrée universitaire 2011-2012. Toutefois, l'horizon se dégage de plus en plus.
En effet, cette rentrée universitaire devrait intervenir avant la fin de l'année. C'est ce qui ressort d'une réunion interministérielle. Mais attention, cette précision de taille à retenir. Je dis que certains ont déjà programmé pour cette semaine, peut-être la semaine prochaine, des conférences inaugurales. Ces conférences vont marquer le début de la rentrée universitaire 2011-2012. Évidemment, la grande majorité des étudiants vont prendre le chemin, parce que nous avons une période de fête, ils vont prendre le chemin début janvier. En attendant, les préparatifs vont bon trait pour une bonne rentrée universitaire 2011-2012. Parmi les actions en cours, on peut noter la rénovation des résidences universitaires, l'installation et l'équipement des nouvelles universités de Bamako, ainsi que la mise en place d'un service de sécurité universitaire, entre autres. Bref, tout semble fin prêt pour que cette rentrée soit une réussite. Nous avons fait un maximum et nous continuons. Nous continuons. Beaucoup d'actions entreprises ne demandent que quelques jours pour être finalisées. Le plus important, en tout cas, pour nous au niveau du département, c'est qu'il y ait la paix sociale. Au niveau des enseignants, qu'on puisse trouver de bons accords sur la base desquels nous allons désormais gérer les affaires des universités, des grandes structures, des grandes écoles, etc. Sur tout cela. Et également au niveau des étudiants. Étudiants qui attendent impatiemment cette rentrée universitaire 2011-2012, mais ils devront encore patienter pour quelques jours. Nous vous le disons dans les titres, le collectif des marchés du district de Bamako et la Fédération nationale des syndicats des conducteurs du Mali étaient en grève ce lundi, une grève qui se limitera cependant à la journée d'aujourd'hui puisque le mot d'ordre de grève a été levé. La décision a été prise cet après-midi au ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales au cours d'une réunion de négociation entre les différentes parties. Nous allons avoir un extrait du ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales au cours de ce journal. Le nouvel ambassadeur du Mali en Éthiopie vient de présenter ses lettres de créance au président éthiopien. C'était le mardi 6 décembre 2011 au palais présidentiel. Au cours de la cérémonie, les deux personnalités n'ont pas manqué de lier les relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays, le Mali et l'Éthiopie, deux pays au passé glorieux et résolument engagés vers un développement harmonieux et prospère dans la paix et la concorde. Une convergence de vues également évoquée sur les possibilités d'échange, notamment dans le domaine agro-pastoral. L'élevage et l'agriculture étant les moteurs du développement dans nos deux pays. Notez que Boubacar Gouroudial, un diplomate de carrière, a occupé plusieurs postes au département des Affaires étrangères. C'est les mains pleines de cadeaux que la délégation de la commission loi de l'Assemblée nationale a rendu visite ce matin à la maison centrale d'arrêt de Bamako, au centre spécial de détention, de rééducation et de réinsertion pour mineurs de Bolé, à l'Institut national de formation judiciaire et à la cour d'appel. Il s'agissait également pour la commission de l'Assemblée nationale, conduite par Mme Kamara Saoudatou Dambélé, de se rendre compte de l'état de détention des détenus. Mahamadou Doumbia était de la visite. De près les conditions de vie des détenus, discuter avec les représentants des détenus et les surveillants de prison, les chefs de service social, c'est le but de cette tournée des membres de la commission loi de l'Assemblée nationale. La première étape a été la maison centrale d'arrêt de Bamako. Là, les conditions de détention sont relativement acceptables en fonction des délits, en dépit d'un effectif pléthorique. Au cours de cette visite, les membres de la commission loi ont remis une machine à coudre et des lots de médicaments. Ensuite, le centre spécial de détention, de rééducation et de réinsertion pour mineurs de Bolé, qui a un effectif de 47 enfants, a reçu la délégation de l'Assemblée nationale qui a remis des couvertures et une somme symbolique. Ces jeunes détenus vivent dans de bonnes conditions. Le magasin fournit en céréales, ils sont bien traités. La présidente de la commission loi, en tant que mère, a prodigué des conseils afin d'amener ses enfants à réfléchir, à s'assagir dès leur sortie et ne plus revenir en prison. Dans ce centre, les détentions varient de 6 à 12 mois. Quand on regarde les enfants, souvent qui ont entre 13, 14, 15 ans, qui sont soit en prison, soit en placement, ça fait très très mal. Donc, mais les conditions sont quand même acceptables. Vraiment, ils sont bien logés, ils ont des lits, des moustiquaires, bon, le repas est acceptable. Ce que je veux dire encore, c'est vraiment lancer un appel aux parents.
Il faut que vraiment les parents s'occupent de leurs enfants parce que c'est ce qui amène des conditions comme ça et interpeller encore l'école malienne. Parce que vraiment, si ces enfants-là étaient partis à l'école, s'ils avaient vraiment profité d'un suivi, vraiment, ils ne seraient pas là aujourd'hui. Nous nous contentons, n'est-ce pas, de façon sporadique, de constater que parmi ceux qui ont passé par là, il y a aujourd'hui des cadres supérieurs de l'État, des cadres moyens de l'État. Et en matière de réinsertion sociale, je pense que quand on arrive à recruter un homme, on a récupéré le monde, s'il faut l'appeler ainsi. À l'Institut national de formation judiciaire, la délégation a visité les salles de formation et discuté avec le personnel. Depuis 1986, l'Institut a formé environ 500 magistrats, 240 greffiers, 700 surveillants de prison, une quinzaine d'huissiers de justice, entre autres. Pour venir ici, il faut, au niveau de la formation des magistrats, il faut avoir d'abord un diplôme de niveau maîtrise en droit. Ou bien, niveau doctorat, en ce moment, on est justement, on ne fait pas le concours quand on a le doctorat, on est recruté sur titre. Donc, pour les greffiers, c'est la formation, disons, moyenne. Il faut tout simplement une formation en droit, mais nous constatons de plus en plus que ce soit les greffiers, les huissiers, etc., ont en ce moment le niveau de la maîtrise en droit. Mais je m'empresse d'ajouter à l'adresse des jeunes juristes qu'il faut qu'ils renforcent leurs capacités, qu'ils renforcent leurs compétences. Être magistrat, c'est un grand défi, surtout par ces époques où tout devient difficile. Cette première journée a pris fin par une visite de courtoisie à la cour d'appel. Ahmed Diane Semega garde son poste de président du bureau politique national du Parti pour le développement économique et la solidarité PDS et c'est là pour 3 ans. Jamil Bitar est le premier vice-président et Maharafa Traoré demeure le secrétaire général. Décision prise à l'issue des travaux de la première convention nationale du PDS tenue hier soir. Par ailleurs, la convention invite le comité directeur national à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de conclure des alliances politique et électorale avec tous les partis existants. Daouda Sidiki Diarra nous raconte. À l'unisson, les militants du PDS viennent d'insuffler une nouvelle dynamique à leur formation politique en en tirant la hache de guerre. Cela à travers la mise en place d'un bureau politique national consensuel d'une centaine de membres pour 3 ans. Il s'agissait de rassembler. Quand on dit qu'on tient de Amadou Toumani Touré, on doit avoir à l'esprit que le rassemblement, ce n'est pas un vain mot. Que le consensus, qui est le premier mot de notre credo, ne doit pas être un vain mot. Certains, en venant ici hier, ils avaient craint le pire, mais ce n'était pas connaître le Parti pour le développement économique et la solidarité. La vision qui cimente nos liens, cette vision qui matérialise le Mali debout, cette vision, c'est celle de l'unité. Notre credo n'est-il pas tout pour le Mali, retrouvons ce qui nous unit. Alors, ceux qui disent retrouvons ce qui nous unit ne peuvent pas se séparer comme cela était attendu. Et nous voulons dire à tous nos partenaires de la classe politique malienne, la main tendue du PDS ne sera jamais baissée quand il s'agit de construire le Mali. Nous devons être rassemblés et unis, parce que nous devons être à l'avant-garde pour que le 29 avril 2012, le oui l'emporte de façon écrasante par rapport à la réforme constitutionnelle. Ne nous y trompons pas. Le référendum constitutionnel, c'est la consolidation du socle démocratique du Mali. Ainsi, on retrouve Jamil Bitar au poste de premier vice-président et Maharafa Traoré est le secrétaire général du PDS. 15 commissions de travail ont été constituées pour permettre à ce jeune parti de s'épanouir. Également, d'importantes résolutions sont sorties de cette convention avec une déclaration sur le Nord. C'est uni que le Mali doit faire face aux difficultés liées à l'insécurité du Nord. Mais ces difficultés, j'en suis sûr, n'altéreront en rien l'unité du Mali. On la divise à un peuple, un but, une foi. Nos frères et sœurs du Nord savent que quand il s'agit de l'unité nationale, le Mali est un seul. Je voudrais que chacun ici entende ce message du président de la République. La convention engage le comité directeur national à tout mettre en œuvre pour assurer la victoire du PDS aux élections présidentielles et législatives auxquelles le PDS est partie prenante.
Tout en appelant au renforcement de la discipline, la Convention recommande le respect des textes du parti par les militants à tous les niveaux. Direction Kangaré, dans la commune rurale de Baya, avec la rentrée politique de la section Adema PAJ de Lianfolila. Les populations étaient présentes pour accueillir une délégation du comité exécutif national du parti. Occasion pour la délégation de sensibiliser davantage les militants sur les échéances de 2012. Nos envoyés spéciaux sont Youssouf Diara et Brahima Kouni. Les populations de la commune rurale de Baya ont réservé ce samedi 18 décembre 2011 un accueil considérable à une forte délégation du comité exécutif national de l'ADEMA PAJJ. Cette mobilisation s'est faite pour magnifier la rentrée politique de la section de Lianfolila. Les prophètes de malheur avaient prédit l'éclatement de notre parti lors de la conférence nationale. Mais ils ont ignoré que les abeilles ont toujours pris la même direction pour entrer ensemble dans la même ruche. Dans le cercle de Lianfolila, le parti compte aujourd'hui 61 conseillers sur 174, dont 7 maires, un président du conseil de cercle, 2 conseillers nationaux et 2 députés. Pour le 3e vice-président de l'ADEMA PAJJ, le professeur Tchemugo Sangaré, l'événement s'appelle Galvanisation des militants pour le retrait des cartes d'électeurs en vue de l'atteinte des objectifs de 2012. Nous avons toujours à l'esprit cet engagement que nous avons pris tous ensemble, les 7 sections de Sikasso, de faire en sorte de sortir les élections générales de 2012, l'ADEMA puisse se prévaloir d'au moins 70% de l'électorat de la région. La principale force de notre parti, c'est sa cohésion. Et cette cohésion devra prévaloir à toutes les étapes, particulièrement pour les échéances de 2012 qui s'approchent. Et le comité exécutif s'est compté sur l'engagement de tous les militants de l'ADEMA derrière les mots d'ordre du parti afin de faire en sorte, au sortir des échéances de 2012, notre parti puisse avoir ce auquel il a droit. La délégation est composée d'environ une dizaine de députés, des responsables des sections de Bougouni, de Lianfolila et plein d'autres cadres. Elle a salué les efforts consentis par certains militants de Kangaré et Selengue pour renforcer le parti. Le Mandjani, les Tcheblenke, suivi d'une prestation de Mamou Sidibé, ont aussi contribué à redonner la joie aux militants du parti de l'abeille dans la commune rurale de Baya. Toujours avec le parti de l'abeille dans la commune de Nonson-Bougou, cette fois-ci où la section de Kolokani a tenu sa conférence samedi. De Kulukoro, les détails, c'est avec Agibou Koulibaly. En délocalisant la conférence de section de l'ADEMA de Kolokani dans la commune de Nonson-Bougou, les responsables du parti de l'abeille dans le Bélédougou ont tenté une expérience et démontré par la même occasion leur capacité de mobilisation des militants et sympathisants du parti dans le cercle. Après la brillante réception organisée en septembre dernier lors de la visite du camarade professeur Djongouna Traoré, candidat investi aux élections présidentielles prochaines, il nous fallait saisir cette occasion pour encore montrer la vivacité de l'ADEMA à Kolokani. Cette tribune de Nonson-Bougou a été l'occasion pour le coordinateur régional, les honorables délégués de l'ADEMA, les délégués des sections, les femmes et les jeunes de l'ADEMA, d'expliquer aux militants de Kolokani les objectifs fondamentaux de cette mission. Analyser et partager avec la base, nos militantes et nos militants, le contexte politique actuel et ses caractéristiques. Ensuite, assurer nos militants qu'ils ont le meilleur candidat pour les élections de 2012. À Kolokani, nous avons rencontré une section gonflée à bloc à la suite de la première visite du président. La conférence de Kolokani a été une confirmation. Cette confirmation, c'est celle de la domination de l'ADEMA dans le cercle de Kolokani. Ils nous ont assuré que jamais l'ADEMA n'a été battu dans le cercle de Kolokani. Il faut signaler que le parti de l'abeille est la première force politique dans le cercle de Kolokani. Pour preuve, l'ADEMA compte dans le Bélédougou 230 comités, 10 sous-sections, 3 députés, 2 maires et 65 conseillers communaux.
Auparavant, la délégation avait rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la commune rurale de Nonzombougou. L'ancien Premier ministre Modibo Sidibé, en tournée dans la région de Ségou, dans les différentes localités visitées, l'hôte du jour a rencontré les autorités coutumières et religieuses. L'occasion a également été saisie par les amis et sympathisants de Modibo Sidibé pour l'encourager à se présenter à la présidentielle de 2012. De Ségou, le compte-rendu de Kandesila. La continuité des actions de développement avec Modibo Sidibé. En avant tous pour la victoire de Modibo Sidibé en 2012, Modibo Sidibé, l'homme de la situation. Ce sont là quelques slogans qui ont mobilisé les associations et mouvements de soutien à Modibo Sidibé dans les localités de Ségou, Markala, Siribala et de Nyono. Partout, les sympathisants ont affirmé leur détermination à accompagner leurs candidats et ont sollicité Modibo Sidibé à se présenter à l'élection présidentielle de 2012. Parce que c'est l'homme idéal pour ce pays-là. Parce que c'est lui qui connaît ce pays-là aujourd'hui. Et pour avoir servi Amadou Toumani Touré, pour avoir servi Alpha Oumar Kourale, et pour avoir servi encore Amadou Toumani Touré bis. Donc c'est pourquoi nous pensons que c'est lui qu'il faut pour ce Mali émergent, en réalité. Donc c'est pourquoi nous disons aujourd'hui que nous demandons à tous les Maliens, à toutes les Maliennes, n'est-ce pas, de regarder derrière et que Modibo Sidibé, c'est lui qu'il faut pour ce Mali de 2012. Modibo Sidibé a remercié les Ségoviens pour leur mobilisation autour de sa personne et a pris bonne note de l'appel. Les jours à venir détermineront le reste. En attendant, à Ségou, Markala, Siribala, Nyono et dans plusieurs autres localités de la région, la délégation a rendu des visites de courtoisie aux autorités coutumières, religieuses et plusieurs notabilités. À ces personnes, Modibo Sidibé a demandé leurs conseils et leurs bénédictions nécessaires. Et toujours dans la mouvance des échéances de 2012, la CENI, suite à un constat général d'une atmosphère de campagne électorale, demande respectueusement aux partis politiques et aux différentes associations de soutien d'observer les prescriptions relatives au début et à la fin de la campagne électorale, conformément à la loi. À cet effet, la CENI rappelle que l'ouverture de la campagne électorale pour l'élection du président de la République est fixée au 8 avril 2012 et celle du référendum au 13 avril 2012, conformément au chronogramme défini par le ministère de l'Administration territoriale et des collectivités locales. Le non-respect de ces dates constitue une violation flagrante de la loi électorale. La CENI, soucieuse du bon déroulement du référendum et des élections générales de 2012, appelle l'ensemble des partis politiques et les éventuels candidats indépendants au strict respect de la loi. Le collectif des marchés du district de Bamako et la Fédération nationale des syndicats de conducteurs du Mali étaient en grève ce lundi, une grève qui se limitera cependant à la journée d'aujourd'hui puisque le mot d'ordre a été levé. Nous allons retrouver l'extrait du ministre de l'Administration territoriale au cours donc de ce journal. La nouvelle est tombée très tôt ce matin. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il est mort. À l'annonce de la nouvelle, c'est une véritable tristesse qui s'est abattue sur le pays. Beaucoup de Nord-Coréens avaient de la peine à retenir leurs larmes. Seydou Fomba nous explique. C'est à une véritable scène d'hystérie de masse que l'on assiste à Pyongyang et dans toutes les autres villes et localités de la Corée du Nord depuis l'annonce ce lundi matin de la disparition de Kim Jong-il, dont on savait qu'il était gravement malade depuis des années et qui s'est éteint le samedi dernier. Celui qu'on appelait là-bas en Corée le cher leader a dirigé son pays d'une main de fer pendant 17 ans. Sous son règne, le pays a connu des années souvent très difficiles. Beaucoup prévoyaient d'ailleurs un effondrement du régime après l'achèvement de l'aide soviétique en
début des années 90, une décennie à la fin de laquelle une famine avait tué jusqu'à 1 million de personnes. Mais Kim Jong-il restera à l'échelle leader et continuera son programme d'armes nucléaires marqué par 2 essais en octobre 2006 et en mai 2009. Pourtant, la Corée du Nord connaîtra régulièrement des pénuries alimentaires sérieuses. Le leader nord-coréen avait été victime d'une attaque cérébrale en août 2008. Il aurait également souffert de problèmes rénaux, de diabète et de tensions élevées. Selon l'agence centrale de presse coréenne, il a succombé à un grand épuisement mental et physique. Kim Jong-il serait décédé d'un infarctus sévère et d'une crise cardiaque dans son train au cours d'un de ses traditionnels déplacements sur le terrain. Tout comme sa biographie, son état de santé a toujours relevé du secret d'État. Il avait été désigné en 1994 comme le successeur à son père Kim Il-sung, 3 ans après la mort de ce dernier. Kim Jong-il a lui aussi un successeur, c'est son fils Kim Jong-un, dont l'âge présumé est de 28 ans. Inauguration ce matin par le ministre de la Santé, Diallo Madeleine Ba, du bâtiment administratif de l'Institut national de recherche en santé publique, INRSP. Ce nouveau bâtiment, construit dans l'enceinte de l'Institut à plus de 500 millions de francs CFA, a pour objectif d'améliorer les services tout en respectant les normes de sécurité. Mamadou Barayogo était présent. Le nouveau bâtiment administratif de l'Institut national de recherche en santé publique et INRSP comprend 43 bureaux répartis entre les 3 niveaux de l'édifice, en plus du rez-de-chaussée. Réalisé à hauteur de plus de 500 millions de francs CFA, les chercheurs vont pouvoir poursuivre l'œuvre des aînés entamée depuis 30 ans. Avec ce merveilleux cadre de travail, nous mesurons tout le poids des responsabilités à nous confiées par l'État. Et nous prenons ici l'engagement de redoubler d'ardeur dans le travail en suivant le chemin ouvert par nos aînés depuis 30 ans. Je suis sûr que les travailleurs de l'INRSP prendront soin de ce joyau architectural et qu'il en sera fait bon usage. Ce bloc administratif est tout d'abord la réponse à une demande des administrateurs de l'Institut, mais aussi une exigence de son projet d'établissement. Le plan de développement de l'INRSP, mis en œuvre en 2010, prévoyait pour l'exercice 2011 l'élaboration d'un plan de sécurité visant à sécuriser le personnel et la population en séparant l'accès de l'administration à celui des laboratoires d'analyse biomédicale. Mais la principale raison de la construction de ce bâtiment est certainement la volonté ferme de mon département de donner plus de visibilité au niveau de l'action publique à travers un espace convenablement aménagé pour accueillir les usagers de l'administration et aussi de mettre les cadres dans les conditions optimales de travail. Pour reprendre les propos du ministre de la Santé, la joie est la seule chose qui grandit quand elle est partagée. C'est justement dans cette atmosphère de fête que la visite des locaux s'est poursuivie. Et ce ne sont pas les commentaires qui manquaient. 10e session du comité de surveillance du projet de développement de l'aviculture au Mali. Bilan des 4 dernières années et programme des activités 2012 sont les points inscrits à l'ordre du jour de la session. À côté de cette session, l'inauguration du marché à volaille de la commune 3 a été faite. Plus de 160 millions de francs CFA, c'est le montant investi dans la réalisation. Alpha Maïga, reportage. Les administrateurs du projet de développement de l'aviculture au Mali, PEDAM, sont réunis pour la 10e fois. C'est à la faveur du conseil de surveillance du dit projet. Projet qui, après le financement extérieur, fonctionne aujourd'hui sur le budget spécial d'investissement. Le projet de développement de l'aviculture au Mali a été créé à Camille à un bon moment. Il y a eu des activités qui ont été menées, c'est-à-dire la formation des aviculteurs, la construction des infrastructures et l'encadrement et la projection de ce qui peut devenir l'aviculture dans ce pays. Le financement attendu d'une deuxième phase du projet devrait permettre de réaliser de nouvelles infrastructures de commercialisation et d'étendre le projet à d'autres zones du Mali.
Le programme d'exécution et financier au titre de l'année 2012 a été arrêté par les administrateurs à la somme de 50 millions de francs CFA. Dans l'après-midi, les administrateurs se sont retrouvés pour inaugurer le marché à volaille de la commune 3. Bâti sur une superficie de 1200 mètres carrés, il comprend un hall pour acheteurs équipé de 102 cages, un bureau pour la coopérative, un centre d'abattage mécanique, entre autres. Plus de 160 millions de francs CFA sur le montant investi dans la réalisation. Occasion pour les bénéficiaires d'évoquer quelques préoccupations. La double question des intrants et celle du financement de la filière. Si la réflexion est amorcée pour une solution à la première préoccupation, la seconde demeure entière. Il nous semble à la FIFAM que la réponse à cette préoccupation essentielle déterminera de façon durable l'essor du sous-secteur. L'occasion est donc bonne pour moi de profiter de cette tribune pour saluer aussi la primature pour son implication dans la réalisation des routes tout alentour, ce qui a complètement facilité l'accès au marché. La mairie de la commune 3, à son tour, ne ménagera aucun effort pour accompagner les actions d'entretien du marché. Le PEDAM a été mis en œuvre il y a bientôt 12 ans. Il a beaucoup contribué à améliorer la production et la productivité avicole. 67e session du conseil d'administration de la CMDT, c'était le 19 décembre sous la présidence de Tchenan Koulibaly, président directeur général. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour et à l'issue des débats, le conseil a autorisé le président directeur général à signer avec la BDM-SA le crédit anticipé de la campagne 2011-2012 de la CMDT-SA d'un montant de 30 milliards de francs CFA, à signer avec le pôle bancaire, le crédit de campagne 2011-2012 de la CMDT-SA d'un montant de 115 milliards de francs CFA. Le collectif des marchés du district de Bamako et la Fédération nationale des syndicats de conducteurs du Mali étaient en grève ce lundi. Une grève qui se limitera cependant à la journée d'aujourd'hui puisque le mot d'ordre a été levé. La décision a été prise cet après-midi au ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales au cours d'une réunion de négociation entre les différentes parties. Nous vous proposons d'écouter Ama Sissé, le président du collectif des marchés du district de Bamako, et le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales. Grève-vous à partir de l'instant, grève bana. Begataïka Barala, à partir de cet instant. Je pense que les résultats auxquels nous venons d'aboutir permettront de trouver des solutions durables aux préoccupations de vos militants. Car je crois que rien ne vaut le dialogue. Dialogue d'ailleurs qui est des credos du chef de l'État, le président de la République. Pour que ces recommandations puissent, à mon avis, aboutir, je propose qu'un comité de suivi soit mis en place au niveau du département, puisque ce sera un comité interministériel avec les différents acteurs, ce qui nous permettra un suivi de proximité aux différentes recommandations que nous avons ensemble obtenues. Enfin, je vous demande que ce préavis de grève soit
lever dès à présent afin que vos militants puissent vaquer à leurs affaires. Car une grève de 2 ou 3 jours, voire de plusieurs jours, ne servent ni ces Maliens, c'est-à-dire vos militants, ni la population malienne, qui sont vos clients, et encore moins ni chacun de nous qui sont peut-être les parents de ceux qui travaillent. C'est pourquoi je pense que la confiance doit être instaurée entre nous tous et que le dialogue entre nous tous doit être permanent afin que nous puissions gérer ensemble les préoccupations de ces jeunes qui ont confiance en vous pour faire connaître leurs préoccupations aux responsables de ce pays. Des propos recueillis par Oumar Koureichi. À suivre également après ce journal en intégralité la déclaration du président du collectif des marchés du district de Bamako, Ama Sissé. Comité de pilotage sous-régional du projet promotion d'un développement local inclusif en faveur des personnes en situation de handicap. La rencontre vise à favoriser le transfert de compétences aux collectivités en matière de handicap et de développement local inclusif. Adama Koulibaly, compte rendu. Les participants à cette rencontre de ce comité de pilotage du projet sous-régional pour la promotion d'un développement local inclusif des personnes en situation de handicap sont sénégalais et maliens. Ils sont venus de 3 régions de ces pays, à savoir Saint-Louis et Matam au Sénégal et Tombouctou au Mali. Avec les techniciens de Handicap International, ce comité de pilotage est dans une dynamique de protection des personnes physiquement vulnérables. Les personnes en situation de handicap peuvent être considérées par certaines personnes comme des personnes diminuées. Bon, peut-être que physiquement elles sont diminuées, mais elles ont leur apport pour le développement de ce territoire. C'est ce qui nous a poussé à mettre en place ce projet qu'on appelle de DELI, développement local inclusif, pour que sur nos contrées, dans nos contrées, tout ce que nous allons faire concerne toute la population de la contrée. Il s'agira à travers cette rencontre deuxième du genre du comité de sensibiliser les autorités locales à s'impliquer dans la prise en charge des problèmes des personnes en situation de handicap, renforcer les capacités des acteurs déjà à l'œuvre, mettre en place des stratégies de développement inclusif et enfin chercher des moyens de rester dans la dynamique de ces concertations sous-régionales. Le comité de pilotage, ça veut dire qu'il y a un comité qui coordonne l'ensemble où dans chaque région il y a un point focal et ces points focaux essayent de se retrouver aussi périodiquement pour faire le point de l'acquis. Donc c'est ça l'expérience. La rencontre en fin de débat d'échange va formuler des recommandations sur la base des expériences acquises à travers les activités des années précédentes. La rencontre est appuyée par la cellule d'échange de partenariat Région Rhône des Alpes, Afrique de l'Ouest et Madagascar, CEPRA-OM. Les populations de la commune rurale de Kassorola, dans la région de Ségou, s'engagent à abandonner la pratique de l'excision. Pour cela, elles viennent de signer une convention d'abandon de la pratique. Et c'est tous les 23 villages de la commune de Kassorola qui ont apposé leur signature au bas du document en question. C'était en présence de notre correspondant Honoré Chinou. Cette convention qui vient d'être signée par les populations de la commune rurale de Kassorola et les autorités administratives et politiques permettra de mieux protéger la femme en général et la jeune fille en particulier dans le souci de bannir les mutilations génitales féminines. Nous célébrons un événement très important et très décisif qui n'est pas, comme dirait l'autre, dans nos coutumes. Mais de plus en plus, nous aurons à faire des choses qui ne sont pas dans nos coutumes. Population de Kassorola,
c'est pour vous exhorter à faire une de ces choses-là. La lutte contre la pratique néfaste de l'excision, aucunement. Nous ne pouvons accepter quoi que ce soit quand c'est contre l'intérêt de nos braves populations, surtout en matière de santé publique. D'ores et déjà, les populations des 23 villages de la commune de Kasorola comptent sur une bonne application de cette convention qui devra permettre à la jeune fille de garder toute sa féminité. Toutefois, les contrevenants devront s'attendre désormais à une poursuite judiciaire. Les parents qui aura livré l'enfant à la mutilation sexuelle, tout comme l'exciseuse, sont tenus chacun à offrir un coq à chaque chef de village signataire de la convention, offrir un bélier au bureau communal, verser 50 000 francs CFA au conseil des sages mis en place. En cas de non-respect du temps prescrit dans l'article 6 ou refus d'obtempérer, le conseil des sages saisit le tribunal compétent et la personne répondra des dispositions législatives et réglementaires nationales et internationales. Un sketch sur l'excision illustrant les conséquences de cette pratique a été un moment fort de la cérémonie. Cette cérémonie de signature de convention qui a eu lieu grâce à l'appui de l'APAF Mousso Dambé s'est achevée dans l'allégresse. Fin de la 8e édition du Festival international de Niamina, c'était hier soir. Ces journées cinématographiques ont été marquées par des projections de films, des prestations d'artistes, des conférences, débats et de concours entre les jeunes cinéastes de l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest, ICCAO. Ces 3 jours de festival ont permis aux professionnels du cinéma africain d'envisager l'organisation d'un forum sur les images et la musique. Envoyés spéciaux Djemba Moussa Konate, Sidi Modibo Dambélé et Daouda Kone. La fin des activités du Festival international de Niamina a été marquée tout d'abord par la lecture du Saint-Coran au mausolée de Sori Sissé. Il s'agissait pour les milliers de festivaliers de se recueillir sur la tombe de cet érudit pour chercher des bénédictions auprès des religieux de la localité. 3 jours durant, les cinéastes africains ont transformé le village de Niamina en une véritable industrie de cinéma. Ce regroupement culturel-là est des représentations filmées, est des spectacles, est une manière en fait, d'inscrire leur culture dans l'histoire de leur pays, dans l'histoire du monde, puis aussi inviter les autres peuples d'un peu partout, pas seulement d'Afrique, à venir voir et à venir ici, regarder leur cinéma, écouter leur musique. Ce festival a été l'occasion pour les doyens du cinéma africain de mettre en compétition les films réalisés par les jeunes talents de l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest, ICCAO, qui a reçu un trophée et 1 million de francs CFA de Orange Mali. Mais la joie de ces villageois, de se retrouver pendant ces 3 jours, on ne peut pas dire qu'il y a un prix pour ça. Mais c'est un partage de bonheur. Et ce bonheur, c'est une satisfaction pour moi. C'est comme si je réalisais un rêve. Et le rêve, ce serait un jour, peut-être je ne le vécurais pas, mais tout au long de ces berges, je ne dirais pas des buildings, mais vraiment des maisons profitables pour l'ensemble de notre société. Cette 8e édition du Festival de Niamina a été très riche en couleurs. Des chants et danses pleins de messages en faveur du développement du Mali grâce au cinéma. Les festivaliers ont quitté Niamina dans l'espoir de se retrouver pour la prochaine édition en 2012. Et du sport, à présent, notre équipe nationale de taekwondo a été sacrée championne pour la 3e fois consécutive à la 9e édition de la Coupe Onatel à Ouagadougou le samedi 17 décembre 2011, en remportant 5 médailles, dont 2 en or par Seydou Niang, Toumani Diabaté et 3 en bronze par Yaya Dambélé, Mariam Diarra et Soloba Kamate. Toumani Diabaté a été également désigné meilleur combattant du tournoi. Toutes nos félicitations. Et le premier tournoi Open de la discipline du tennis de table a pris fin ce week-end au pavillon des sports du stade Modibo Keïta. Pendant 2 jours, les joueurs étaient en compétition dans 3 catégories, à savoir les juniors, les seniors et les vétérans. Reportage Ousmane Dar. Vulgariser le tennis de table au Mali, tel est l'objectif de ce premier tournoi Open. Pendant 2 jours, 37 joueurs, dont 3 dames, ont compéti dans 3 catégories.
à savoir les juniors, les seniors et les vétérans. La première finale, celle des juniors, a vu la victoire de Soumaïla Kanouté en 3-7 face à Dougatera. Ensuite, place aux vétérans qui a tenu le public en haleine. Malgré la combativité de Abdraman Dambélé, c'est le Chinois Zheng qui s'impose en 3-7-0. Au niveau des seniors, le match a été âprement disputé entre Tidjane Diallo et Souleymane Sidibé. Au finish, victoire de Tidjane Diallo qui s'impose en 3-7. Chez les dames, la championne a été la chinoise Sololing. Moi, je suis très satisfait parce que le tennis des tables, c'est ma passion. Ça fait longtemps qu'on ne joue pas, mais on a commencé tout récemment. Donc vraiment, quand même, je suis très content. La jeune fédération de tennis de table du Mali compte multiplier ses activités pour redynamiser la discipline. Notre fédération a la lourde tâche de faire en sorte que cette discipline redevienne une discipline populaire au Mali et qu'à travers elle, le drapeau malien puisse rayonner à travers le monde. Mais avant, il importe de noter qu'il s'agit d'une discipline sportive à part entière, discipline olympique de surcroît. Et comme tout sport, le tennis de table contribue à la formation tant physique que psychique de l'individu, l'amenant à maintenir une bonne santé physique, une aptitude civique positive, faite de participation et de tolérance. Au cours de ce premier Open, plusieurs distinctions ont été décernées aux personnalités qui ont œuvré pour la bonne marche du tennis de table. Pour les récompenses, les participants ont reçu plusieurs prix, des prix qui vont de 25 000 francs CFA à 150 000 francs CFA et des trophées. Une chose est sûre, la Fédération malienne de tennis de table, créée en février 2011, ne compte pas s'arrêter là pour le développement de ce sport dans notre pays. La chronique du jour parle de la maladie hémorroïdaire, une pathologie connue aujourd'hui plus sous l'appellation d'hémorroïdes. Douleur, irritation, saignement en sont les symptômes. Un adulte sur 3 souffrirait d'hémorroïdes. Focus Santé, une réalisation de Tchessira Dambélé. Les hémorroïdes en tant que tels sont des vaisseaux sanguins normaux existants chez tout individu depuis le stade embryonnaire. C'est pourquoi certains diront que tout le monde a des hémorroïdes. Mais quand cette formation vasculaire présente des symptômes de maladie, on parle de maladie hémorroïdaire, un terme plus approprié. La maladie hémorroïdaire est donc une dilatation des vaisseaux sanguins à l'intérieur du canal anal. Elle est favorisée par un faisceau de facteurs déclenchants. Les femmes, particulièrement chez les femmes, la période prémenstruelle, lors de la grossesse et lors de l'accouchement. Donc c'est des périodes qui sont des facteurs déclenchant la maladie hémorroïdaire, surtout chez les femmes enceintes. Donc comme autre facteur déclenchant, il y a également la sédentarité. C'est des personnes qui ne bougent pas, qui sont tout le temps assis. Ça, c'est un facteur favorisant la maladie hémorroïdaire. À côté de la sédentarité, nous avons également une prédisposition familiale. Il a été établi que la maladie hémorroïdaire peut survenir dans une famille chez beaucoup de personnes. Il y a également certains sports qui peuvent être des facteurs favorisants, tels que le cyclisme, tels que l'équité, tels que l'haltérophilie, qui sont aussi des sports qui favorisent la survenue des maladies hémorroïdaires. Certaines causes de cette maladie sont liées au fonctionnement du système digestif, comme par exemple les diarrhées et la constipation, regroupées sous le vocable trouble du transit. Trouble du transit à type de constipation, trouble du transit à type d'évacuation, de difficulté d'évacuation des selles, et aussi la durée pour l'évacuation des selles, mais également la diarrhée, qui constituent des facteurs favorisant les hémorroïdes. Quand on prend la constipation, on est obligé de fournir un effort de poussée. Et comme nous l'avons défini, la maladie hémorroïdaire étant une maladie vasculaire, donc ça va faire en sorte que ces paquets qui existent naturellement chez tout individu vont se gorger de sang et augmentent de volume
et à la faveur de la constipation, les selles dures au passage peuvent entraîner une effraction, d'où un des symptômes maîtres de la maladie hémorroïdaire qui sont les hémorragies, le saignement. En fonction de leur localisation, on distingue des hémorroïdes internes et des hémorroïdes externes. Les hémorroïdes externes sont en fait une maladie vasculaire qui survient au niveau de la marge anale. Donc déjà, à l'inspection, quand on regarde de façon externe, on peut retrouver un gonflement, une boule au niveau de la marge anale. Et cette masse est remplie de sang, mais du sang coagulé. Par contre, les hémorroïdes internes ne se voient pas. Il faut pratiquer un examen anoscopique pour pouvoir aller les chercher, parce que c'est des dilatations vasculaires qui sont intracanalaires, à l'intérieur du canal anal. La prise en charge de la maladie hémorroïdaire dépend de sa localisation, mais elle commence par la régularisation du transit et peut aller jusqu'à l'intervention chirurgicale ou la ligature des vaisseaux sanguins malades, une pratique à laquelle certains tradithérapeutes se livrent avec tous les risques pour leurs patients. Le problème, c'est que les tradithérapeutes, ne maîtrisant pas l'anatomie du canal anal, vont souvent faire des ligatures au niveau des zones qui assurent la continence chez l'individu. Donc le fait de pouvoir se contenir et ne pas émettre les selles de façon involontaire. Et malheureusement, les tradithérapeutes font de la ligature au niveau du sphincter externe de l'anus qui joue un rôle de contention volontaire. C'est pour ça, malheureusement, nous rencontrons beaucoup de patients qui sont à des stades d'incontinence. Ils ne peuvent pas retenir leurs selles. Pas de statistiques sur la prévalence de cette maladie au Mali, mais on estime que dans le monde, 20 à 86% des personnes ont la maladie hémorroïdaire et dans 30% des cas de grossesse, les femmes développent la maladie qui est rare chez l'enfant. Se faire consulter à temps. L'armée malienne est en deuil. Elle vient de perdre le colonel-major Bou Diakité, médecin militaire de son état. Il s'est éteint le jeudi 15 décembre dernier à l'âge de 60 ans. Il a été accompagné à sa dernière demeure au cimetière d'Amdalaï en présence de parents, amis et d'une foule nombreuse. Lamine Keita, reportage. La mort cruelle et implacable vient de frapper à la porte de l'armée malienne en arrachant à l'affection générale le colonel-major Bou Diakité. Né en avril 1951 à Dakar, après ses études fondamentales, il fréquenta le lycée Badala. Incorporé au sein des forces armées le 16 octobre 1972, année à partir de laquelle il entama de brillantes études de médecine à l'Institut de médecine et de pharmacie à Bucarest en Roumanie. De retour au pays, il entre à l'école inter-armes de Koulikoro. De par ses qualités intellectuelles, il effectua plusieurs séjours à l'étranger pour renforcer ses connaissances dans le domaine de la médecine. Officier de très grande valeur et unique médecin psychiatre de l'armée, il a été entre autres médecin-chef de l'armée de l'air, chef de service de psychiatrie des armées. Il a été décoré de la médaille commémorative de campagne. À la lecture de l'oraison funèbre, le colonel-major Alassane Traoré a salué les qualités de l'homme. Officier compétent, autoritaire, le professeur colonel-major Bou Diakité était animé d'une forte conviction, celle de rendre service à son pays et à son prochain. Certains amis et frères retiennent de lui un homme exemplaire et inoubliable. Comme on le dit, tout ce qui vient doit partir. En fait, Dieu nous a donné Bou. Et Dieu nous a retiré Bou. Et nous disons gloire à Dieu. Mais aujourd'hui est un jour triste. Parce qu'il y a tout juste 13 mois qu'on a été déposé son fils qui était de l'armée.
Je suis étreint par une émotion indicible. Car au-delà du frère et de l'ami qui viennent partir, c'est un soldat du Mali qui s'est couché. Comme le dit l'adage, c'est Dieu qui donne la vie et qui la retire. Le colonel Bou Diakité laisse derrière lui une veuve et 2 filles inconsolées. Dors en paix, colonel. Repose en paix, c'est ce qui met fin à cette édition. À demain. Merci à nos téléspectateurs de Bourom et d'Assongo. Bonsoir.